Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la sédimentation des réservoirs. Depuis des siècles, l'homme utilise des réservoirs pour accumuler l'eau. Cette eau sert ensuite à l'irrigation, à l'eau potable, à la navigation et plus récemment à la protection contre les crues, à l'hydroélectricité et aux loisirs. La sédimentation des réservoirs met en danger cette ressource vitale. Ce cours est ainsi consacré à l'alluvionnement des retenues. L'objectif du cours est de présenter le phénomène de l'alluvionnement des retenues dans le contexte de l'hydraulique fluviale. Je vais commencer par la définition de la sédimentation des réservoirs avec un exemple concret pour l'illustrer. Par la suite, les deux principales sources d'apport en sédiments et leur effet au niveau du réservoir seront présentés. Le mode de transport particulier par courant de turbidité sera ensuite illustré. L'importance du phénomène, avec ses divers impacts, sera décrite par la suite. Pour terminer, quelques méthodes de gestion de l'alluvionnement seront exposées. Commençons par le premier chapitre pour bien définir le phénomène et illustrer avec un exemple concret d'un réservoir dans les Alpes suisses qui connaît des problèmes de sédimentation. La sédimentation, également appelée l'alluvionnement des retenues, signifie le remplissage d'un lac par des apports en sédiments. A priori, tous les lacs, réservoirs et bassins d'accumulation d'eau sont concernés. Cela est très bien illustré par cette image d'un bassin de compensation qui se trouve en grande partie rempli de sédiments et qui nécessite de ce fait une vidange régulière avec évacuation des matériaux déposés. Cette réduction du volume utile des réservoirs peut amener à un problème d'exploitation. De ce fait, l'alluvionnement de retenue met en danger la durabilité de l'aménagement. Pour illustrer le phénomène, je vais vous montrer un exemple concret dans les Alpes valaisannes en Suisse. Il s'agit de la retenue de Tourtemagne, formée par un barrage voûte de 30 mètres de haut. Le réservoir a été mis en eau en 1958. Il se situe à une altitude de plus de 2000 mètres sur mer. Son volume original de 780 000 m3 est inévitablement comblé par des apports en matériaux solides qui sont de l'ordre de 12 000 m3 par an. Le problème s'est aggravé ces dernières années car davantage de matériaux sont apportés au réservoir à cause du retrait marqué du glacier à l'amont, ce qui libère beaucoup de matériaux meubles facilement érodés et transportés. Déjà 14 années après sa mise en eau, un bassin de décantation à l'amont a été construit et surélevé à 2 reprises. Ce bassin est régulièrement vidé de ses dépôts qui sont ensuite mis en décharge aux abords du dépotoir. Cette manière de procéder est coûteuse et il manque de place pour continuer à décharger les sédiments à proximité. Une solution à long terme doit être étudiée. Regardons maintenant les apports en sédiments qui sont la cause de l'alluvionnement. Les apports en sédiments sont le produit de l'érosion et du transport solide depuis le bassin versant. Sur l'image, on voit la terre sans couverture végétale qui s'érode ainsi facilement. Ces sédiments érodés sont ensuite transportés dans les rivières et cela essentiellement pendant les crues. Les graviers et sables grossiers sont transportés par charriage sur le fond de la rivière et ils se déposent en premier dès que la force tractrice de l'écoulement diminue à l'entrée du réservoir, formant ainsi un delta. Les sédiments fins, qui sont transportés en suspension, rendent les eaux de la rivière plus denses. L'écoulement plonge dans les profondeurs du lac. Cela est illustré par le Rhône, qui disparaît ainsi de la surface du Léman afin de poursuivre son chemin au fond du lac. Passons maintenant au chapitre suivant qui montre les effets de l'alluvionnement. Prenons l'exemple du lac Mead aux États-Unis, formé par le barrage Hoover qui retient les eaux du Colorado. On voit sur cette image le profil au long du Colorado avant la mise en eau à l'amont du barrage sur une longueur de 200 km environ. On va suivre le remplissage du réservoir avec de l'eau et des sédiments depuis son inauguration en 1935 jusqu'à ce qu'il atteigne son niveau maximal en 1948, soit après 13 ans. Entre 1935 et 1936, on voit déjà les premiers dépôts se créer. Cela continue de 1936 à 1937 avec le relevé du fond en 1938, de 1937 à 1948 avec le fond en 1943 et en 1948.
pour atteindre son niveau maximal en 1948. On peut par exemple observer que le delta du Colorado s'est formé sur plus de 65 km de longueur en avançant vers le barrage, ce qui est facilement visible depuis le ciel. Au fond du réservoir, et pratiquement pas visible, des dépôts se sont également formés. La croissance se fait à cet endroit du bas vers le haut. Regardons la composition de ces dépôts de sédiments sur la distribution granulométrique au haut de l'image. L'alluvionnement à proximité du barrage se fait essentiellement par des argiles fines et des limons, tandis que le delta est formé de sable grossier et de gravier. Passons maintenant au mode de transport à l'intérieur de la retenue, qui se fait principalement par courant de turbidité. Un courant de turbidité fait partie des courants de densité, soit un écoulement d'un fluide plus dense que le fluide ambiant. L'augmentation de la masse volumique provient des sédiments en suspension. On peut dès lors calculer la gravité réduite G', qui est le moteur de l'écoulement. G' peut être calculé en multipliant la gravité terrestre G par le rapport de la différence de la masse volumique Δρ et de la masse volumique du fluide ambiant ρ. Suivant l'origine de la variation de la masse volumique Δρ, on trouve les ordres de grandeur suivants. Pour une différence de température rencontrée dans la nature, on trouve un Δρ d'environ 2 kg par mètre cube. Si cette différence est due à du sel dans l'eau, on trouve un Δρ qui peut atteindre 20 kg par mètre cube. Et quand la différence de masse volumique provient des sédiments en suspension, Δρ peut devenir considérable et aller jusqu'à 200 kg par mètre cube. Suivant la vitesse de l'écoulement et de la température de l'eau, le diamètre transportable peut atteindre 0,1 mm. En fait, tout se passe comme si l'eau chargée, de masse volumique ρ mélange, était un fluide homogène plus lourd que l'eau ambiante. On rencontre fréquemment les courants de turbidité dans les océans, les lacs et les retenues. D'autres exemples de courants de turbidité sont les avalanches de neige poudreuse, les glissements sous la surface de l'eau, les nuées ardentes d'origine volcanique et des fronts d'une tempête de sable. Pour mieux observer le phénomène, on procède à des essais en laboratoire. Dans cette vidéo, le courant de turbidité est créé par des particules plastiques en suspension qui rendent donc le fluide plus lourd et également bien visible. Dans cet exemple, la concentration est de 27 g par litre de particules mélangées à l'eau. Le quadrillage sur la vitre du canal est de 10 sur 10 cm et le courant avance à une vitesse de l'ordre de 3 cm par seconde. Regardons maintenant quelques détails d'un courant de turbidité. Le courant coule de gauche à droite sur un fond mobile incliné d'un angle θ. Comme déjà dit, le courant de turbidité est composé d'un mélange d'eau et de sédiments. Il présente une tête suivie du corps qui peut être plus ou moins long suivant l'origine du courant. Les avalanches poudreuses, par exemple, ne présentent souvent que la tête car la source n'est pas continue. En avançant sur le fond du réservoir, plusieurs types d'échanges peuvent avoir lieu. Par exemple, l'eau ambiante peut être entraînée par le courant, diminuant ainsi sa différence de densité. Autour de la tête, deux types de mélanges ont lieu. Premièrement, le nez du courant passe par-dessus de l'eau ambiante. L'eau ainsi piégée, qui ne se mélange pas de suite, a tendance à remonter à l'intérieur de la tête à cause de la différence de masse volumique. Deuxièmement, autour de la tête, des instabilités de Kelvin-Helmholtz se développent qui font également entrer l'eau dans le courant de turbidité. Sur fond mobile, si le courant est assez fort, il peut éroder les dépôts existants ou, à des plus faibles vitesses, déposer les particules en suspension par sédimentation. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent a naturellement un grand effet sur les réservoirs. C'est justement le thème du prochain chapitre intitulé « Impact sur les retenues ». Commençons par la comparaison des effets de l'alluvionnement
entre un lac naturel et un réservoir artificiel. On y trouve l'affluent, le delta, les dépôts de sédiments fond, ainsi que l'exutoire du lac. Les dépôts par courant de turbidité se trouvent quelque part au milieu du lac dans sa partie la plus profonde, où, en règle générale, ils ne dérangent personne. Et il faudra des millénaires pour remplir tout le lac. Regardons maintenant un réservoir artificiel. Le barrage ferme la vallée au point le plus bas du réservoir. Les dépôts qui ici sont formés ont donc une influence directe sur l'exploitation du réservoir. Les organes touchés sont essentiellement la vidange de fond et la prise d'eau. À lac plein, pendant une crue, l'eau claire quittera le réservoir par l'évacuateur de surface, tandis que les sédiments restent piégés au fond du réservoir. Les effets principaux de la sédimentation sont la diminution de la capacité de la retenue, la durée de vie économique de l'ouvrage, la qualité des dépôts qui peuvent être pollués, la qualité de l'eau ainsi que l'aspect physique à lac abaissé. La perte de capacité due à la sédimentation est estimée à 80% en Europe et en Russie d'ici 2080. En moyenne mondiale, 1% de la capacité est perdue par année, mais ce chiffre peut varier considérablement d'une région à l'autre. Donc les réservoirs existants se remplissent plus rapidement que la construction de nouvelles retenues, que ce soit au niveau de la Suisse, où les derniers grands barrages ont été construits à la fin des années 80. On peut faire la même constatation au niveau mondial, malgré la construction de nouveaux barrages. D'autres effets de la sédimentation sont l'obstruction et abrasion des vannes, le remplissage des galeries, l'accumulation des sédiments à l'entrée de la vidange de fond et la mise en péril de la sécurité de l'ouvrage. Pour libérer l'entrée de la vidange de fond, on procède souvent à une purge à lac plein, ce qui permet de libérer l'espace devant l'entrée de la vidange de fond et de restaurer la sécurité de l'ouvrage. Cette opération n'a qu'un effet très local et ne permet d'évacuer que très peu de sédiments. On aperçoit sur l'image sonare le fond localement érodé devant l'entrée de la vidange de fond après une purge au barrage de Livigno en Suisse. Les purges ont souvent des effets nuisibles à l'aval, comme la sédimentation et le colmatage des frayères de poissons. Une charge en suspension souvent excessive et un niveau d'oxygène bas qui peut entraîner une mortalité élevée de poissons. Pour réduire l'effet d'une purge sur le cours d'eau aval et rétablir un habitat propice aux poissons, on peut procéder à un rinçage avec de l'eau claire après la purge. Pour terminer ce chapitre, d'autres effets de la sédimentation peuvent encore être cités. L'usure du matériel des usines hydroélectriques, la durée de vie des turbines. En ce qui concerne le cours d'eau aval, on peut mentionner encore le bouleversement de la stabilité naturelle du cours d'eau lié à l'apport interrompu de charriage, ce qui favorise le creusement du lit et l'érosion des berges. Sans oublier la qualité des dépôts et de l'eau et la sécurité des personnes lors de purges. Après toutes ces informations alarmantes des conséquences de l'alluvionnement des retenues, passons aux mesures à prendre pour atténuer ces effets néfastes par une gestion de la sédimentation. Ces mesures présentées sont valables pour des retenues existantes comme pour des nouveaux projets de barrages. En gros, on peut d'abord distinguer les mesures à prendre par leur situation. Dans le bassin versant, dans le réservoir ou au niveau du barrage. Commençons par des mesures à prendre dans le bassin versant. Les mesures de protection contre l'érosion par végétalisation, stabilisation des pentes et du lit du cours d'eau sont souvent très efficaces et permettent de réduire à long terme l'apport en sédiments. On peut construire des bassins de décantation pour sable et gravier, mais qui nécessitent un certain entretien. Des barrages filtrants ne laisseront passer que les sédiments fins et, comme le bassin de décantation, ils réduisent l'apport en charriage. Une galerie de dérivation permet aux sédiments grossiers et fins de contourner le réservoir.
On peut également capter les eaux claires et les dévier vers un réservoir latéral. Regardons maintenant les mesures à prendre à l'intérieur du réservoir, comme la mise à disposition d'un certain volume mort. Si les dépôts se sont déjà créés, on peut les évacuer mécaniquement. L'abaissement de la retenue permet de recréer l'écoulement tel qu'il existait avant la construction du barrage. Cet écoulement érode les dépôts et les évacue vers l'aval. Dans certains cas, on peut essayer de garder les sédiments en suspension pour une évacuation facilitée. Le contrôle, l'arrêt ou le guidage des courants de turbidité est également possible, permettant de favoriser les dépôts dans des zones qui n'affectent pas l'exploitation. Parmi les mesures au barrage, on trouve d'abord la surélévation du barrage, créant davantage de volume de stockage. Cette mesure est souvent accompagnée par une surélévation de la prise d'eau et vidange de fond. La purge en charge a déjà été présentée dans le chapitre précédent. On peut également et préventivement abaisser le plan d'eau lors de crues afin de favoriser le transport de sédiments et leur évacuation. L'évacuation des courants de turbidité à travers la vidange de fond est une mesure innovante et encore peu pratiquée. De même, le turbinage continu des sédiments en suspension, en contrôlant évidemment la concentration admissible pour les turbines et le cours d'eau aval. Cette figure illustre certains des moyens de gestion de la sédimentation des réservoirs présentés dans ce chapitre. Voilà, on arrive à la fin de ce cours sur la sédimentation des réservoirs. Vous savez maintenant presque tout sur l'alluvionnement des retenues. Nous avons défini le sujet et montré un exemple concret. Les causes de la sédimentation ont été présentées, ainsi que la distribution des dépôts à l'intérieur du réservoir. Vous avez vu les courants de turbidité, connaissez les impacts de l'alluvionnement sur la retenue et le cours d'eau aval. Pour terminer, certaines techniques de gestion réduisant les effets nuisibles de l'alluvionnement ont été présentées. Merci de votre attention et bonne suite du cours.